Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 27 octobre 2024, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi veut réviser la Constitution. L'opposition l'accuse de vouloir s'éterniser au pouvoir en gommant les dispositions de limitation des mandats. Au Mozambique, le candidat du parti au pouvoir a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 octobre. L'opposition dénonce une vaste fraude électorale. Au Sénégal, le Sénégal lance ce lundi sa campagne électorale pour les élections législatives. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à éviter les dérives. Et bienvenue encore. En déplacement à Kisangani mercredi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé sur le projet de modification de la Constitution soutenu par son parti, l'UDPS. Le président a parlé d'un texte dépassé et a annoncé l'ouverture de travaux l'an prochain en vue d'une modification du texte fondamental. Le projet suscite de vives réactions, notamment de l'opposition et d'une partie de la société civile qui accuse le président Tshisekedi de chercher à s'éterniser au pouvoir. Alors, jusqu'où le président Félix Tshisekedi est-il prêt à aller avec cette initiative? Les détails avec ce dossier de nos confrères de TV5 Monde. Il a relancé le sujet de la révision ou du changement de la Constitution. Il veut la voir, selon ses mots, élaborée sur la base de nos habitudes en tant que peuple congolais. Notre constitution n'est pas bonne. Cela exige que les intellectuels du pays se réunissent pour étudier cette problématique. Félix Tshisekedi concède que le texte actuel prévoit 2 mandats maximum pour un même président, ce qui est son cas. Mais il voit aussi une solution à ce problème. Ces dispositions, s'il faut les changer, il n'y a que le peuple congolais lui-même qui avait insisté sur la question qui peut le faire. Ce n'est pas une affaire du président de la République. À Kinshasa, la capitale, les journaux comme les politiciens ont multiplié les commentaires avec des positions attendues. Ainsi, côté majorité présidentielle, on est pour. J'ai commencé ça depuis bientôt 4 ans. J'ai même obtenu une pétition de plus de 5 000 signatures de nos compatriotes sur les questions sensibles comme la durée du mandat, nombre de mandats, forme de l'État. Je ne me prononce pas. Je crois que c'est pendant le débat que nous pourrons, n'est-ce pas, voir la tendance qui va se dégager. À l'opposé, la plateforme Lamouka de l'opposant Martin Fayoulou se prononce catégoriquement contre. Son porte-parole parle même de Félix Tshisekedi comme un danger numéro 1 pour le pays. Hier, le peuple avait dit non à Kabila. Quand ce dernier avait voulu changer la Constitution, notre peuple est prêt à dire non à M. Tshisekedi s'il tente de changer ou de modifier la Constitution. Les urgences sont ailleurs. Les urgences, c'est l'insécurité. C'est cette guerre d'agression qui déchire le pays. Les urgences, c'est la famine, la pauvreté. Pour Félix Tshisekedi, c'est la Constitution qui est à la base de tous les maux. Nous disons non. C'est lui qui fait partie du problème aujourd'hui et c'est lui qu'on doit changer, pas la Constitution. Le débat pour ou contre n'est pas nouveau en République démocratique du Congo, mais en annonçant la mise en place dès l'année prochaine d'une commission nationale chargée de proposer un nouveau texte, le chef d'État officialise en quelque sorte le processus. Daniel Chapo, ancien gouverneur provincial de 47 ans, a été élu président du Mozambique, comme l'a annoncé jeudi la commission électorale, à plus de 2 semaines après le scrutin du 9 octobre
contesté dans la rue et entaché de nombreuses irrégularités. À l'annonce de sa victoire, des centaines de manifestants protestant contre des fraudes, qualifiées de grossières par l'Église catholique. Des manifestants donc ont pris la direction du centre de la capitale où la commission électorale délivrait les résultats. Le dispositif de police, leur barrant la route, a tenté de les disperser avec des gaz lacrymogènes sur une avenue où les pneus ont été incendiés, des panneaux électoraux déchirés et des projectiles envoyés vers les forces de l'ordre. Des confrontations entre les policiers et les manifestants dans plusieurs villes ont fait des blessés ainsi que morts à Nampula, comme l'a rapporté la police sans plus de précision. Et des manifestants tentaient dans la soirée de lundi de bloquer la nationale reliant la capitale, non, c'est pas lundi, c'est jeudi, à la frontière sud-africaine, selon les images de la presse locale, en montrant des barricades en feu. Investi par le Frélimo, qui est aux manettes de ce pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle, Daniel Chapo a obtenu plus de 71% des voix contre 20% des suffrages pour l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire et dénonce des tricheries. La participation a été particulièrement faible, à 44,48%, inférieure à celle de 2019 de plus de 7 points. Avant de s'enfuir, la capitale Maputo était déserte sous l'effet d'un appel à la grève générale lancé par l'opposition après le meurtre de 2 de ses figures le week-end d'avant. Ce n'est pas le pays que nous voulons pour nos enfants et les générations futures, a déclaré Daniel Chapo en début de soirée depuis le siège de son parti, évoquant les manifestations et destructions. Daniel Chapo devient le premier président mozambicain né après l'indépendance en 1975, ainsi que le premier n'ayant pas connu les combats, la guerre, lors de la guerre civile de 1975 à 1992. L'Afrique du Sud considère la Russie comme un allié précieux. C'est ce qu'a déclaré mardi le président Cyril Ramaphosa lors d'une réunion bilatérale avec la Russie, avec le président russe Vladimir Poutine, à la veille du sommet des économies émergentes connu sous le nom de BRICS. Nous continuons de considérer la Russie comme un allié précieux, un ami précieux qui nous a soutenus dès le début, depuis notre lutte contre l'apartheid, a déclaré Cyril Ramaphosa selon un extrait de la réunion des 2 dirigeants partagé sur les réseaux sociaux par l'agence de presse gouvernementale sud-africaine. Nous allons avoir des discussions importantes ici à Kazan au sein de la famille des BRICS. Cyril Ramaphosa a également informé Vladimir Poutine du gouvernement d'unité nationale et de l'accent mis par le pays sur une croissance économique inclusive, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Le président sud-africain a déclaré que son pays restait prêt à travailler avec la Fédération de Russie pour développer les 2 économies. Nous avons formé un gouvernement d'unité nationale à la suite de nos élections de mai de cette année. Nous aurons le temps d'en parler davantage et de vous informer de l'évolution de tout ce processus de gouvernement de l'Afrique du Sud avec un certain nombre d'autres partenaires, alors que nous cherchons à unifier le pays et à le stabiliser politiquement, a insisté Cyril Ramaphosa. Le premier ministre indien, Narendra Modi, s'est également rendu en Russie pour le sommet des BRICS et a déclaré que l'Inde
souhaiter la paix en Ukraine. Le dirigeant indien a remercié Vladimir Poutine pour sa forte amitié, a salué la coopération croissante de la Russie et a noté l'évolution des BRICS en tant que bloc financier et politique fort. Il a cependant noté que le conflit en Ukraine devrait prendre fin de manière pacifique, selon l'agence de presse Reuters. Nous sommes en contact constant au sujet du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, a expliqué le Premier ministre indien. Nous pensons que les problèmes ne devraient être résolus que par des moyens pacifiques, a-t-il insisté. Le président tunisien, Kais Saied, a été investi lundi pour un second mandat après des mois de répression et d'arrestation contre ses opposants politiques. Quelques semaines après avoir été réélu avec 90,7% des voix, Kais Saied, dans son discours d'investiture lundi, a appelé à une révolution culturelle pour lutter contre le chômage, lutter contre le terrorisme et éradiquer la corruption. L'objectif est de construire un pays où chacun peut vivre dans la dignité, a déclaré le président Saied dans un discours adressé aux députés tunisiens. La réélection du président Saied le 7 octobre est intervenue après un premier mandat mouvementé au cours duquel il a suspendu le Parlement du pays, réécrit la constitution post-printemps arabe et emprisonné des dizaines de ses détracteurs dans les domaines politiques, médiatiques, économiques et de la société civile. Il a justifié certains éléments de la répression comme étant nécessaires pour lutter contre la corruption et les ennemis de l'État. Il a promis de cibler les voleurs et les traîtres à la solde des étrangers et a accusé les forces contre-révolutionnaires d'avoir entravé ses efforts visant à soutenir l'économie tunisienne en difficulté tout au long de son premier mandat. La tâche n'était pas facile. Les dangers étaient grands, a-t-il déclaré. Les armes de l'ancien régime étaient comme des vipères qui circulaient partout. Nous pouvions les entendre siffler, même si nous ne pouvions pas les voir. Bien que Kais Saied ait proclamé son engagement à respecter les libertés, de nombreux journalistes ont été empêchés de couvrir sa prestation de serment lundi, ce qui a conduit à une réprimande de la part du syndicat national des journalistes tunisiens qui a exprimé sa ferme condamnation de la politique de blackout en cours et des restrictions imposées au travail journalistique. C'est ce qu'a déclaré le syndicat dans un communiqué lundi. Après l'adoption fin septembre du projet de nouvelle constitution par 168 parlementaires réunis en assemblée constituante, le gouvernement de transition du Gabon espère achever définitivement ce travail d'ici la fin de l'année 2024. Pour ce faire, le texte doit encore être validé par la population elle-même à l'occasion des référendums le 6 novembre 2024. Une campagne de sensibilisation au référendum a été lancée au Gabon depuis le début du mois d'octobre dans les écoles, au supermarché ou à la mairie. Le pouvoir militaire a déployé une vaste équipe pour expliquer aux Gabonais pourquoi et comment voter au référendum en vue d'adopter ou pas la nouvelle constitution. L'étape clé pour un retour au pouvoir civil après le coup d'État du 30 août 2023 qui a destitué le président Ali Bongo, le vote du oui ne semble pas si évident pour une partie de la population.
Dans son équipe, c'était responsable d'un groupe privé installé à Libreville constate que deux camps se distinguent. Il y a les pro-Oligui qui disent oui à tout, il est le sauveur du peuple, et ceux qui ont gardé l'esprit critique. Pour cette dernière partie de la population, alors que la campagne officielle ne doit débuter que le 6 novembre, les actions de sensibilisation au référendum, souvent en faveur du oui, s'assimilent à de la propagande. Je pense que je ne voterai pas, explique une jeune femme qui souhaite rester anonyme, lasse de voir le même modèle de communication politique se renouveler. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections législatives doit être lancée ce lundi, 28 octobre 2024. C'est l'occasion pour le président Bassirou Diomaye Faye, qui s'exprimait lors d'un point de presse vendredi, d'appeler tous les acteurs politiques d'éviter les dérives et des divisions. À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires, ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux, mais je veux réaffirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement. Les fruits de nos réformes commencent à se faire sentir à travers des résultats concrets, surtout, vous le noterez dans les mois à venir. Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques une campagne électorale pacifique et digne. Et je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes et que le meilleur gagne. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 27 octobre 2024. Je vous en rappelle les grandes lignes. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi veut réviser la constitution du pays. L'opposition l'accuse de vouloir s'éterniser au pouvoir en gommant les dispositions de la dite constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels. Au Mozambique, le candidat du parti au pouvoir a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 octobre. L'opposition dénonce une vaste fraude électorale. Le Sénégal a lancé lundi sa campagne pour les élections législatives. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle les acteurs politiques à éviter les dérives. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 27 octobre 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 3 novembre 2024. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. Au revoir.